Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous du Forum des rédactions ou bonsoir, selon là où vous vous trouvez en ce moment et l'heure qu'il fait chez vous dans votre pays. Aujourd'hui, nous allons aborder certains thèmes dont le trafic de l'essence de contrebande, les menaces de la douane seront-elles suivies? Et puis, Anak des boulangers, le pain s'est ramolli. On en parle avec les débatteurs dans ce numéro de ce vendredi 8 avril 2002. Et puis au point 3, on va aborder la réinsertion des mendiants, l'autre visage du social. On s'interroge donc sur cette démarche du gouvernement. Vous en saurez davantage au cours de ce débat. En quatrième point, on parlera de l'Église catholique et on s'interroge également, n'est-il pas temps de laisser les prêtres avoir d'enfants? Voilà les 4 sujets que nous aborderons au cours de ce débat. Les débatteurs sont déjà installés dans ce studio. Nous allons observer cette virgule avec M. Sipoué à la réalisation et on revient juste après. Il est encore à ma droite, comme d'habitude, Mac Goudjanou. Bonjour. Oui, bonjour Marie Agua, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Diaspora FM et d'Eden TV. Je salue également nos chers amis musulmans qui sont dans le mois de Carême et je leur souhaite bon Carême. Vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication du journal Info Zénith. Voilà, merci de venir dans ce studio débattre sur les thèmes que nous venons de citer tantôt. À ma gauche, Laurent Roland Toneikes, bonjour. Maurice Agua, bonjour. Mac Goudjanou, bonjour et bonjour à tous ceux qui ont pris le rendez-vous de nous suivre une fois encore cette semaine. Journaliste, analyste politique, merci d'être au rendez-vous de ce débat. Sans plus tarder, nous allons aborder donc le premier sujet, trafic de l'essence de contrebande. Les menaces de la douane seront-elles suivies? Il faut vous le rappeler, au cours de cette semaine, le directeur général de la douane, Alain Rincanti, a mis en garde les contrebandiers. Il affirme, je cite, « Tout moyen de transport saisi pour cause de contrebande de ces produits sera purement et simplement confisqué. » Fin de citation. Rappelons qu'il est interdit de transporter des produits pétroliers désormais par les véhicules, ou du moins par des véhicules de 4, 3 et 2 roues. Et les produits pétroliers doivent être transportés par des véhicules de 6, 10 et même 16 roues. Marc Goudjanou, et cette décision, ou du moins cette menace qu'on a observée, qu'on a entendue cette semaine en ce qui concerne donc ceux qui seront interpellés sur nos routes et qui ne respecteront pas désormais ces indications par rapport au transport des produits de contrebande. Qu'est-ce que cela vous inspire? Merci beaucoup Maurice. Il faut dire d'abord que nous sommes dans un contexte où le transport, la commercialisation de ces produits est devenu une habitude pour tous les Béninois. Parce qu'à un moment donné, nous ne disposons pas d'assez de stations-service dans les zones les plus reculées du Bénin. Il fallait quand même donner accès à la population afin qu'ils puissent s'approvisionner à l'essence parce que nos engins vont rouler à base de l'essence. Notre voisin, le Nigeria, est un grand commerçant en ce qui concerne ses produits pétroliers. Donc, c'était aussi un avantage pour pouvoir permettre à ces petits commerçants-là de pouvoir exercer ce commerce, bien que ce soit illicite, bien que les luttes ont été menées par plusieurs chefs d'État pour pouvoir enrayer le phénomène, mais le commerce de l'essence relatée est demeuré. Maintenant, il faut quand même trouver des voies et moyens pour accompagner ces commerçants-là parce que ça nourrit beaucoup de bouches. Alors, on ne peut pas, les gouvernants ont compris qu'on ne peut pas mettre fin à cette activité de façon définitive. Donc, il fallait trouver des voies et moyens pour pouvoir quand même encadrer l'exercice d'accord de ce commerce-là. Je crois que depuis quelques années, on a constaté qu'il y a des améliorations qui ont été faites parce que aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de stations-service qui sont installées un peu partout dans le Bénin. Même
même si ce n'est pas encore ce que l'on souhaite réellement, beaucoup de stations sont installées. En dehors de ça, il faut quand même encourager le gouvernement qui n'a plus commencé par faire la chasse aux contrebandiers à tout bout de champ, mais on a mis des restrictions, on a mis des règles sur lesquelles ces commerçants doivent en tout cas avoir un œil dessus pour pouvoir quand même réguler le secteur. Et je crois que c'est de bon ton que le directeur de la douane puisse sortir et rappeler ces quelques règles-là à ces commerçants-là, parce qu'il ne faut pas oublier le dégât que causent ces essences frelatées à la population. On a vu beaucoup de cas, beaucoup de familles détruites, beaucoup de maisons parties comme ça par les fumées à cause de l'incendie dû à ces essences frelatées-là. Au niveau de la circulation, vous voyez ces engins 2 roues qui circulent en plein embouteillage, d'accord, à Cotonou, en pleine ville, en pleine agglomération. Imagine que l'un des engins tombe là, imaginez le nombre de personnes qui vont partir. Donc à un moment donné, il faut quand même que l'on tape du poing sur la table pour pouvoir réguler le transport de ces marchandises-là, qui constituent un véritable danger, parce que ce sont des produits inflammables. Et quand on parle de produits inflammables, c'est très dangereux. Donc il y a des mécanismes, il y a des dispositions qui sont prises normalement pour transporter ces genres de marchandises. Alors lorsque les gens ne respectent pas cette disposition, il faut quand même qu'on puisse être strict là-dessus, parce qu'on parle de la vie humaine. Et quand on parle de la vie humaine, on ne blague pas, l'argent n'achète pas la vie humaine. Et il faut, c'est de bon temps que le directeur de la douane est sorti pour rappeler que aujourd'hui, avant, on faisait même des sanctions, on donnait des pénalités, d'accord, on donnait des contraventions, mais aujourd'hui, maintenant, on dit, dès qu'on saisit votre engin, c'est que c'est saisi définitivement. Comme ça va amener les citoyens à prendre conscience, ces commerçants à prendre conscience qu'ils détiennent également la vie de bon nombre de citoyens dans leur vie, parce qu'en transportant ces bidons d'essence de cette manière, ils mettent la vie de beaucoup de gens en danger. Donc du coup, on ne peut pas laisser continuer cela à long terme. Il fallait quand même... il y a des camions. En temps, moi je voyais des camions 6 roues, 8 roues, transporter, d'accord, ces bidons d'essence dans pas des conteneurs, mais des barils aménagés à l'effet en conséquence pour pouvoir transporter ces genres de bidons. Pourquoi ne pas continuer à faire cela? Si tant est que vous êtes grossiste et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces camions, négociez avec ceux qui l'ont et ils vont vous aider à transporter ces marchandises moyennant quelque chose forcément. Et puis ça va éviter ce problème-là d'incendie à tout bout de champ et un peu partout dans le Bénin, parce que beaucoup de gens ont déjà perdu leur vie dans cette histoire et c'est déplorable. Il a dit que les produits pétroliers doivent être transportés par des véhicules de 6, 10 et 16 roues, et puis le communiqué précise que cela respecte ainsi les règles de sécurité. Qu'il vous souvienne qu'en face de Canal 3 Bénin, non loin de Canal 3 Bénin, il y a quelques années, on a assisté quand même à un accident, un camion qui s'est embrasé, qui a transporté des produits pétroliers. Ce n'était pas quand même un engin à 2, 3, 4 roues. Oui, en fait, le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Dans tous les secteurs d'activité, le risque zéro n'existe pas. Parce que vous avez parlé d'un accident. Un accident, ça ne se prévoit pas. Même les camions citernes, d'accord, qui sont habilités à approvisionner même nos stations-service, vous savez qu'il y en a qui font des chocs et qui s'embrasent. D'accord? Donc ça veut dire que ces cas de figure peuvent arriver. Maintenant, c'est que quand on prend sur une échelle de 0 à 10 par exemple, c'est que ces cas, ça peut arriver peut-être une fois en passant ou 2 fois. Mais lorsque vous prenez le cas de ceux qui transportent sur les motos, sur les tricycles et dans les véhicules personnels même, vous savez qu'il y a des particuliers qui utilisent des véhicules personnels pour transporter ces bidons-là. Mais quand vous faites le statistique, vous allez constater que ce sont eux qui occasionnent beaucoup de dégâts et beaucoup de morts par suite de transports illicites. Je me tourne vers vous plutôt, Laurent Roland Tonneikes, transport des produits pétroliers par les véhicules 6, 10 roues et 16 roues. N'est-ce pas la part belle faite aux grossistes? Est-ce que c'est une part belle faite aux grossistes? Je crois que déjà le gouvernement, en tout cas, la direction des douanes... La direction des douanes... de vendeurs au coin de vos rues... il est déjà d'abord normal de possède un véhicule à 10 roues, mais 16 roues... Écoutez, les vendeurs d'essence ont des organisations.
Parmi eux, il y a des Mayas qui en réalité ont les moyens d'acheter les gros engins, en tout cas de toute façon les camions, pour transporter les produits. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est bien que le gouvernement ait dû mettre fin à la pagaille. Parce que quand vous voyez la manière dont ceux qui conduisent les motos 2 roues, les engins 2 roues, faufilent entre les véhicules parfois dans la circulation, exposant la vie des citoyens à des menaces de feu, je crois que c'est assez, il fallait mettre fin à la pagaille un jour. Et après ça, il y a les tricycles. Vous voyez, vous demandez même où est-ce que c'est ceux-là qui conduisent les tricycles ont appris à conduire parfois. Vous posez mille et une questions. Et donc je crois qu'autant d'éléments, et Mac l'a dit, des gens qui prennent des véhicules, 4 roues personnelles, qui conduisent, qui vont chercher l'essence frelatée dedans, exposant non seulement leur famille à des dégâts, mais aussi toute une communauté. D'ailleurs, même tout le monde sait que l'essence frelatée n'est pas une bonne chose. Et fort heureusement, aujourd'hui, on voit que des stations-service poussent un peu partout sur le territoire national, notamment au Bénin méridional. Quand vous prenez Cotonou jusqu'à Calavi-Alada, il y a maintenant de plus en plus de stations qui sortent de terre. C'est une bonne nouvelle de voir que ces stations poussent au fur et à mesure. Mais il faut travailler à ce que nous puissions sécuriser, même si des gens doivent continuer à transporter l'essence frelatée, puisque ça nourrit des familles. C'est vrai que c'est des familles, c'est un secteur d'activité qui apporte une solution à beaucoup de personnes, surtout sur le plan du chômage des jeunes. Et bien évidemment, il y en a un peu partout qui vivent de cette activité. C'est pourquoi il ne faut pas peut-être la suspendre du jour au lendemain, mais il faut travailler à réorganiser ce secteur-là. Faire en sorte que les gens qui s'adonnent à cette activité puissent respecter non seulement eux-mêmes leur vie, parce qu'ils mettent non seulement leur vie en danger, mais la vie des concitoyens en danger. Et donc, de ce point de vue, il faut travailler à assainir d'abord le milieu dans une certaine mesure. Et je crois que cette décision de la direction des douanes, elle est la bienvenue. Il faut encourager cette décision. Et dénoncer d'ailleurs même ceux dans nos communautés qui s'adonneraient au transport de ces produits par des engins 2 roues, 3 roues ou 4 roues, pour que nous puissions être sécurisés. Vous imaginez, moi je vis dans une maison où, à côté de ma maison, tous les matins, je vois un monsieur qui débarque avec 3 bidons, 4 bidons sur une moto et qui vient vendre de l'essence devant ma maison. Et même malheureusement, la dernière fois, j'ai dû les interpeller. Ils stockent, parce qu'il y a une parcelle vide à côté de ma maison, ils stockent les bidons d'huile juste sous, je dirais, juste un hangar de fortune. Et donc, exposer la vie des autres, alors que même pas, non, ils ne dorment pas là. Ils ne dorment pas là. Et c'est juste à côté de ma clôture. Et donc je me rends compte que ces gens-là, parfois, ils exposent leur vie, mais ils exposent aussi la vie des autres. Il va falloir mettre fin à la pagaille. Parce que il n'y a pas, malheureusement, leur activité n'est pas assurée. Donc quand il y a un dégât, il n'y a aucune maison d'assurance qui puisse supporter les charges, vous prendre en charge. Et quand ça arrive, le feu, ça ne laisse rien. Tout part en fumée. Tout part en fumée. Donc je crois que dans une certaine mesure, c'est une décision salutaire. Il va falloir travailler à ce que cette décision soit respectée par les transporteurs, notamment les vendeurs d'essence. Ils ont des associations, ils ont des présidents. Je veux citer pêle-mêle Joseph Oloye. Je veux citer pêle-mêle, il y a d'autres qui sont du côté Kétapol, voilà. Kétapol, bien évidemment. Et il y a même des gens les plus envie de savoir qui sont même des vendeurs d'essence, je ne vais pas citer leur nom. Qui sont des autorités politico-administratives. Administratives de la commune de Savoir, qui sont dedans, je ne vais pas citer leur nom, je risque de leur faire une mauvaise publicité. Mais c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise, ils n'ont pas volé. C'est donc à cause de ceux-là qu'on n'arrive pas à mettre fin. Non, moi je ne pense pas que c'est à cause de ceux-là. Moi je pense que ce que le gouvernement, puisque tout le temps, chaque fois que les gouvernements successifs, chaque fois que le gouvernement a voulu mettre fin à cette pratique, tout le monde s'est soulevé pour dire attention. Première chose, il n'y avait pas de station, donc ils nous rendaient un service énorme. Et deuxième chose, ils rendaient un service sur le plan de l'emploi des jeunes. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi, vous les voyez au bord de la voie en train de vendre de l'essence. C'est vrai que ce n'est pas une bonne image. Et aujourd'hui, avec ce qui se fait, ils sont obligés de se cacher un peu dans les rues avec un litre peut-être au bord de la voie pour vendre. C'est déjà quelque chose. Mais travailler avec les stations qui poussent, moi, mon souhait, c'est que toutes ces associations de vendeurs d'essence s'organisent et d'avoir peut-être par groupement ou bien par coopérative des stations qui leur sont propres, avec des actionnaires qui vont partager, qui vont gérer les stations à long terme. Sinon, à la où vont les choses, dès qu'on aura suffisamment de stations, le gouvernement se verrait
dans l'obligation de mettre fin à la pratique. Et là, on va plus continuer à plaider leur cas. Il va falloir que chacun d'eux réfléchisse à voir comment moderniser son activité, comment changer d'activité, bien évidemment, pour ne pas être surpris d'ici 5 ans. Parce que avec le gouvernement qui est là, quand ça va leur passer un jour et qu'ils auront suffisamment de stations, notamment à Cotonou environ, ne soyez pas surpris qu'ils disent un jour, plus jamais d'essence relatée à Cotonou, ni à Abomey, ni à Lada. Peut-être que dans certaines régions reculées du Bénin, ils peuvent tolérer. Donc, il va falloir que ceux-là s'organisent dès maintenant, s'entendent en groupement, avoir des stations qu'ils peuvent gérer ensemble un peu partout sur le territoire national. Je voudrais quand même qu'avant de clôturer avec ce sujet, que vous vous prononcez sur une situation qui s'observe. Les stations qui sont plus souvent approvisionnées maintenant, mais également les vendeurs d'essence de contrebande à qui on exige de maintenir un certain prix. Et donc, de maintenir un certain prix, et donc qui peuvent écrire le prix, mais vendre à un autre prix. C'est un problème quand même. Oui, non, c'est vrai qu'à un moment donné, ils écrivent un autre prix et ils vous vendent ça à un prix. On leur exige, on leur a exigé de maintenir un plafond qui est de 500 francs. Oui, il paraît qu'ils payent des taxes quelque part. Je n'ai pas les preuves pour affirmer, pour dire clairement qu'ils payent des taxes. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'ils mettaient un prix et après ils vous vendent l'essence à un prix inférieur au prix écrit. Mais depuis quelques jours, parce que la direction de douane a fait un contrôle, je crois, il y a un mois dans la zone de Caravi, je les ai vus. Ah oui? Je crois que depuis ce jour-là, quand ils écrivent 500, c'est à 500, ils vendent ça. D'accord. Bon, c'est à 500, ils vendent ça. Toujours est-il que vous voyez... Aujourd'hui, cette activité donne à manger à beaucoup de personnes. Et cette activité participe à une plus-value pour l'économie béninoise, qu'on ne le veuille pas. Même si c'est un secteur informel, oui, mais en réalité, ça participe. S'ils paient des tasses, c'est que ça participe. Les grossistes paient des tasses à l'État, d'après les informations que nous avons reçues. Oui, voilà. Donc, ça règle des problèmes dans le pays. Du moment où ça règle des problèmes, il faut travailler peut-être à assainir le milieu, à réorganiser l'activité. Et je crois que ce serait bien pour ceux qui sont dans cette activité, de pouvoir comprendre en même temps, de saisir la balle au bon, pour savoir qu'ils doivent s'organiser pour assainir mieux s'organiser, organiser mieux leur secteur. Autrement, si l'État se décide à taper dans la fourmilière, ça va être à leur risque et péril. Mat Goudjanou? Oui, il faut rajouter que c'est vrai que avec ce nouveau changement où il faut harmoniser les prix au niveau de ces vendeurs de contrebande, c'est vrai qu'il faut constater qu'au début, c'est au début que, au moins, dès que vous allez, on vous vend à un prix un peu plus bas que le prix qui a. On écrit 500, on vendait même 375. Et c'est même les associations qui ont commencé par faire ce contrôle parce que, ayant reçu des pressions, d'accord, du pouvoir. Donc, du coup, il fallait quand même harmoniser les prix vis-à-vis des stations pour que les stations aussi puissent vendre. Parce que lorsque vous venez prendre chez le vendeur d'essence de contrebande, lui vous dit le prix c'est 500, vous allez à la station, le prix c'est 530, 560. Dès que vous faites la différence, vous dites bon, c'est mieux que j'aille prendre à la station parce qu'il n'y a pas une grande différence. Donc finalement, on veut déjà commencer par donner cette habitude aux populations de commencer à aller s'approvisionner à la station. Bien que certains estiment que l'essence de la station, elle s'évapore, donc du coup, la quantité n'est pas exactement la même. Donc il y a assez de polémiques là-dessus. Et aujourd'hui, malgré que ça soit fait et que l'on décide d'afficher les prix, je vous dis, il y a toujours des coins où on peut aller prendre l'essence à des prix encore plus bas. Ces coins existent. Et ceux qui savent aller s'approvisionner en grande quantité en essence, les coins existent. Que ce soit à Cotonou, que ce soit à Calavi, que ce soit encore à Porte-Novo et un peu loin. Voilà, il y a ces coins-là. C'est le connaisseur qui doit connaître, c'est tout. Maintenant, en ce qui concerne les associations, il faut qu'ils s'organisent parce que quand on avait lancé la guerre à ceux qui font l'essence de contrebande, on avait constaté que le gouvernement leur avait donné la facilité d'installer des stations. Vous allez constater de petites stations avaient commencé par mini-stations. Les mini-stations avaient commencé par être installées. Mais ils étaient confrontés à un problème d'organisation, d'accord, et de cohésion entre eux. Parce que lorsque certains se sont associés et ont installé ces mini-stations, ils ont constaté qu'ils ne vendaient pas. Oui. Et du coup, ils ne peuvent pas fonctionner parce qu'il y a l'électricité qu'il faut payer parce que ça consomme. Il y a les employés qu'il faut payer. Le site, si c'est loué. Voilà, donc ça consomme.
constituait une lourde charge pour eux. Donc finalement, ils ont abandonné pour revenir au bord de nos voies. Donc il faut qu'ils trouvent un mécanisme. Si eux-mêmes, ils n'ont pas la tête pensante pour pouvoir organiser le système, le gouvernement peut faire des propositions, d'accord, et les faire adhérer pour que... Les fédérer. Exactement, pour que ça soit fait, pour que on puisse régler ce problème une fois de bon. Il faut quand même saluer, avant de clôturer avec ce sujet, les efforts du gouvernement par rapport à la mise en place des stations un peu partout sur le territoire national. Nous allons passer à un autre sujet. Cette fois-ci, nous allons parler de l'arnaque des boulangers. Le pain qui s'est ramolli et qu'il vous souvienne que depuis ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, le blé, on a connu la flambée des prix de plusieurs produits, et dont le blé. Et finalement, le gouvernement a subventionné pour que l'on puisse essayer de continuer par vendre le pain à 125 francs dans les boulangeries. Et Laurent Roland, Tonny-Ikes, est-ce que vous avez constaté réellement que le pain a perdu du poids? Le pain a perdu du poids, je le confirme, parce que j'ai eu la chance de contrôler cela. J'ai eu la chance de le contrôler à plusieurs reprises. Le pain le poids a diminué et les boulangers continuent de se foutre de nous. Le gouvernement a subventionné l'achat de la farine de blé, mais malheureusement, on constate que le pain, au lieu de retrouver son poids normal, le poids est resté en dessous de ce que nous connaissions. Je crois que ce matin, nous devions faire très attention et dire la vérité en face pour dire aux boulangers de faire très attention avec ce que consomment les Béninois. Parce qu'on ne peut pas continuer à se foutre des citoyens en faisant en sorte que c'est comme si on trompe les citoyens, alors qu'en réalité on se trompe. Parce que vous amassez injustement ce qui ne doit pas aller dans votre gain. On nous a dit la farine du sac, le sac de farine de blé a dit, mais le prix a été revu à la baisse par le gouvernement. L'argent du contribuable a été mis dedans. Et même pour vous vendre le pain à ce même contribuable, vous permettez de ne pas respecter le grammage. Je crois que c'est une situation... Le gouvernement a fermé des boulangeries, a fait le contrôle il y a quelques jours, a fermé des boulangeries. Je crois qu'il faut accentuer le contrôle au niveau des boulangeries. Il faut accentuer le contrôle au niveau des boulangeries pâtisseries, même pour les croissants. Les croissants, tout le monde, on est focalisé, on est focus sur le pain. Mais en réalité, le blé contribue à faire beaucoup de choses au Bénin. Allez voir peut-être le gâteau qu'on vous vendait à 15 000 francs. Le poids, ce n'est plus le même poids aujourd'hui. On met tellement de produits dedans, vous voyez que c'est gros, mais au fond, quand vous mettez un couteau dedans ou bien un couteau dedans pour découper le gâteau, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien, c'est du vent. Et les croissants, j'en ai pris il y a 3 jours dans une des pâtisseries phares de la commune d'Abomey-Calavi, j'ai constaté que ce n'est pas le croissant que je prenais. Donc je crois que c'est à ce niveau. Le gouvernement fait le contrôle par rapport au pain, mais je propose qu'on fasse le contrôle au niveau pour les croissants également. Parce que vous en mangez? Oui, mais pas seulement moi. Pas seulement moi. Il y en a qui moi, je n'en prends pas tous les jours, mais il y en a qui en prennent tous les jours, malheureusement. Et si vous aviez un enfant qui prenait peut-être demi-pain, qui était rassasié, mais qui aujourd'hui n'est plus rassasié, il y a un problème. Quand vous achetez le pain, que quand vous ouvrez le pain pour mettre des ingrédients pour manger, vous sentez qu'il y a encore de la bonne partie dedans que vous pouvez manger et rassasier. Mais aujourd'hui, quand vous ouvrez le pain, il n'y a rien pratiquement. Donc, c'est une situation assez préoccupante. Je pense que le gouvernement ferait mieux de reprendre le contrôle, en tout cas de continuer le contrôle sur le territoire national, notamment dans Cotonou, à Abomey-Calavi, en tout cas les grandes communes en statut particulier, faire le contrôle à ce niveau, mais aussi dans les coins reculés, aller faire le contrôle, envoyer des équipes, mais des descentes inopinées. Il ne faut pas partir avec véhicule de l'État, plaque rouge, pour montrer qu'on est en train de travailler pour l'État. Il faut aller faire des descentes inopinées, aller surprendre ces promoteurs de boulangerie, aller surprendre les vendeuses de pain aussi également, qui malheureusement sont complices des boulangers.
Mac Goudianou. Non, les vendeurs de pain n'en sont pour rien. Les contrôles n'ont pas manqué. On a appris que des boulangeries ont été fermées oui. Pour les problèmes de grammage au niveau du Moi, pain. je pense pour ma part que ce qui doit être fait est déjà en train d'être fait par le gouvernement. D'accord? Le gouvernement a subventionné. Le gouvernement fait des contrôles. Mais nous, en tant que citoyens, où est passé notre patriotisme? Où est passée notre conscience? D'accord? Puisque c'est vrai que la flambée des prix a permis, c'est ça qui a occasionné à ce que le poids du pain diminue. Mais le gouvernement a déjà fait un premier pas en subventionnant, d'accord, ces produits de grande consommation. Alors, y compris le blé. Qu'est-ce qui alors favorise encore ce phénomène au niveau des boulangeries? C'est là la vraie question. Est-ce que c'est forcément la recherche effrénée du profit, d'accord, qui fait que les boulangers ne veulent pas mettre le gramme au niveau normal, au taux normal, ou bien ils sont réellement eux-mêmes confrontés à un problème au niveau de l'approvisionnement du blé? Est-ce que réellement les fonds qui sont injectés dans la subvention, est-ce que vraiment ces fonds sont allés vers cette subvention-là? Est-ce que réellement le prix du blé a baissé sur le marché? Parce que c'est là que se situe le problème. Si généralement le prix du blé n'a pas réellement baissé sur le marché, alors le boulanger qui va aller chercher le blé est obligé de faire comme il peut pour s'harmoniser avec ce que le gouvernement dit. Alors le problème, ça commence déjà au niveau de l'approvisionnement du blé. D'accord, de ceux qui vendent, des commerçants qui vendent le blé, la farine de blé. Si eux, ils ne baissent pas les prix. Le gouvernement a subventionné. Le gouvernement a subventionné. Selon les informations. Mais est-ce que dans la réalité, le prix du blé a vraiment baissé et est revenu à la normale? Parce que je trouverais quand même bizarre que le boulanger aille chercher le blé. Le prix n'était pas, si le blé n'était pas subventionné, le gouvernement n'oserait pas fermer des boulangeries la semaine dernière. Oui, le gouvernement, le fait de fermer les boulangeries ne veut pas dire que les boulangers sont forcément fautifs. Moi, je le dis. Ils ne sont pas forcément fautifs. Parce que ça nécessite peut-être d'aller faire des enquêtes pour voir à quel prix il a vraiment pris. Celui qui lui a vendu ça à quel prix avant que lui ne puisse respecter le grammage. Je ne veux pas faire du commerce pour tomber en faillite. Je veux faire du commerce pour avoir d'intérêt. Donc, du coup, il faut que les responsabilités soient situées à chaque niveau pour que quand même l'on puisse régler ce problème-là pour voir à quel niveau se situe en réalité la responsabilité. Tant qu'on ne va pas régler ce problème, je ne peux pas du coup accuser à tort et à raison les boulangers. Parce que pour le moment, je ne sais pas si réellement la subvention est déjà allée à son terme. Est-ce que les prix ont réellement baissé au niveau des grands commerçants? Est-ce que le boulanger est allé prendre le blé au prix normal pour pouvoir maintenant nous donner le pain? S'il n'a pas pris le blé au prix normal, vous voulez qu'il nous donne le pain à quel taux ou à quel grammage? C'est presque impossible. C'est lui demander l'impossible. C'est la même chose qui se passe avec les cimenteries. C'est la même chose avec les dépôts. Donc le problème, ça reste, tout ça demeure, le problème demeure toujours. C'est vrai qu'il faut subventionner, c'est vrai qu'il faut accompagner et faire les contrôles, c'est vrai qu'il y a la conscience des Béninois qui doit intervenir pour dire, bon, si on a baissé et que j'ai pris à ce prix-là, il faut que quand même je vende au prix normal. Parce qu'il y a ces commerçants véreux qui, même si en allant prendre le blé au prix harmonisé par le gouvernement, ils vont toujours diminuer le grammage. Il y a ces commerçants-là illicites. Mais si ce n'est pas à ce niveau-là, alors il va falloir aller à la source pour voir où est-ce qu'il faut régler le problème. Il faut régler le problème à la base ou bien venir régler le problème à la surface. Régler le problème à la surface ne règle pas le problème. Il faut commencer par régler à la base. Ceux qui vendent le blé, ils le vendent à combien? Les boulangers vont l'acheter à combien? Pour nous donner le point à combien? Laurent Roulant-Tonekes, il y a l'association des boulangers qui existe. Des boulangeries ont été fermées, ils ne sont pas montés. L'association, elle n'est pas montée au créneau et il n'y a pas eu de plaintes. Ça veut dire quand même que ces boulangeries ne sont pas fermées à tort et qu'il y a un problème. Qu'est-ce que l'association peut bien dire alors que les membres de cette association sont en erreur? Vous avez vu par exemple les boulangeries qui ont été fermées. D'abord, il y a la question du grammage du pain, il y a aussi la question d'hygiène. Oui, c'est ça, surtout ça. Alors, quand vous mettez en péril la santé des citoyens et que le gouvernement vient fermer, si l'association
Moi, j'attaquerais l'association si en temps ils étaient montés au créneau pour peut-être remettre en cause la décision du gouvernement. Ça veut dire qu'ils sont tous... Non, pas pour remettre en cause. Oui, mais de toute façon, à un moment donné, entre eux, s'ils doivent parler, c'est comme s'ils sont en train de livrer peut-être leurs membres. Ouais. Mais dans une certaine mesure, c'est quoi que... Non, ils doivent sortir pour d'ici, effectivement, on leur livre le blé au prix souhaité par le gouvernement. Pour ça, on ne les a pas vus parler. Mais s'ils n'ont pas parlé, qui nous dit mot consent? C'est ce qu'on nous a dit, on nous a appris. Donc, ça veut dire qu'ils consentent à ce que le gouvernement... Ils sont d'accord que le prix a été diminué et que ça les arrange. Et c'est pourquoi nous parlons d'arnaque. Si le prix a été diminué et que ces personnes-là ne parlent pas, diminuent à leur tour le poids du pain, c'est que donc, à ce niveau, on prouve qu'ils sont en train de s'organiser pour pouvoir dénoncer la chose. Mais si on a fermé certains parmi eux et que les enquêtes sont en cours, et qu'ils n'ont pas encore assez d'éléments probants, ils ne peuvent pas sortir devant les caméras pour dire du n'importe quoi. Avant de parler, surtout, moi, je pense qu'il faut être sûr des informations que vous venez de donner. Oui, mais ça fait déjà pratiquement un mois que le gouvernement a dit que... on parle de la fermeture, on parle de la mais justement, par rapport au blé, ils ne peuvent pas revenir sur la question. S'ils ne sont pas revenus sur la question, ça veut dire que quelque part, c'est vrai, c'est effectif. Deuxième chose, par rapport aux fermetures, s'ils ne respectent pas les règles d'hygiène et qu'ils mettent en péril la santé des citoyens, c'est normal qu'on fait. Sans état d'âme. Il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un pour mettre en péril la santé des citoyens. Il arrive parfois vous acheter quelque chose ou bien du pain, vous mangez, vous avez mal au ventre. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui s'est passé quand on préparait ce pain. Je l'ai dit, il y a une boulangerie à Clavy, à Saint-Louis, et je donne peut-être le quartier au cadre du ministère du Commerce. Ils n'ont qu'à aller voir cette boulangerie à Saint-Louis. Comment ça fonctionne, par exemple? Je ne vais pas citer le nom de la boulangerie, il y en a au moins 2 ou 3 dans la zone, mais ils n'ont qu'à faire le tout pour aller voir. Les règles d'hygiène sont tellement bafouées. Et quand vous mangez ce pain-là, parfois quand vous allez voir ça, et vous voyez le pain, vous n'avez pas envie de manger du pain, parce que vous vous dites, peut-être que tous les pains ont été préparés dans de telles conditions. Je crois que l'État a commencé un travail, il faut aller au bout de ce travail, continuer à vérifier, à faire le contrôle. Et à sanctionner. Nous allons, alors, si vous n'avez plus rien à dire, c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un appel à lancer pour que ces boulangers, ces arnaqueurs, puissent quand même se ranger et revenir au grammage normal, qu'on dénonce ces personnes? L'appel, c'est simple. Ils n'ont qu'à respecter les règles d'hygiène pour préserver la santé des citoyens. Et deuxième chose, ils ont intérêt à se mettre dans les rangs pour respecter ce que dit le gouvernement et ramener le pain au poids normal. Et en faisant le pain avec les produits, pas des produits toxiques bien évidemment, parce qu'il y en a qui mettent des produits dedans qui sont très toxiques, qui peuvent donner le cancer aux citoyens. Ils n'ont qu'à faire très attention. Autrement, ils verront leur boulangerie purement et simplement fermée. Et par rapport à ceux qui font les croissants également, ce n'est pas que le pain. Les croissants ou d'autres, les dérivés du blé qu'on vend dans nos pâtisseries, dans nos restaurants, que les gens fassent l'effort. Non, je au croissant. Non, écoutez, ce n'est pas que moi. Les dérivés du blé, qu'on voit dans les pâtisseries, les boulangeries, je crois que ce n'est pas que le pain. Il faut que les gens soient suffisamment sérieux avec les pauvres citoyens qui déjà s'échinent à avoir l'argent. Et s'échiner à avoir l'argent et à ne pas manger à sa faim, c'est de l'arnaque purement et simplement. Moi, mon appel, ça va. Laurent tient au croissant. Voulez-vous que je dise qu'il aime les croissants? Oui, il a dit. Il aime les croissants, il va en manger. Et il a constaté que le poids a même diminué. Le poids du croissant. Ah bon? Oui, il a dit tout à l'heure sur le plateau. Donc, moi, mon appel, ça va seulement à l'endroit des gouvernants. D'accord? Parce que la responsabilité, elle est partagée. D'accord? Ils sont garants de notre sécurité. Que ça soit alimentaire ou que ça soit n'importe où, ils sont garants de notre sécurité. Donc, du coup, c'est à eux d'aller contrôler, d'accord, pour voir, puisque ce sont nos sous, nous sommes des contribuables. Oui. Ce sont nos sous qu'on utilise pour les payer. Donc, c'est leur rôle, c'est leur devoir d'aller contrôler pour voir si telle boulangerie n'est pas homologuée, si telle boulangerie ne respecte pas les normes et aller fermer. Tant qu'on verra encore des boulangeries fonctionner comme ça, ça veut dire que le gouvernement même a son rôle à jouer et ne joue pas pleinement son rôle. Les responsabilités sont partagées. On ne va dédouaner personne. Les boulangers ont leur responsabilité qui est engagée, celui de la responsabilité sanitaire au niveau des boulangeries et au niveau du poids des pains. Et la responsabilité du gouvernement, c'est au niveau du contrôle effectif de ces boulangeries-là pour voir s'ils respectent réellement les normes. Parce qu'il ne faut pas aller s'asseoir dans les bureaux alors qu'il y a du travail sur le terrain pour la bonne santé des citoyens.
Au Conseil des ministres du mercredi 6 avril dernier, le gouvernement a pris une décision capitale, réinsertion des mendiants. On s'est interrogé, est-ce l'autre visage du social? Nous allons suivre ici un extrait du Conseil des ministres à travers les propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Ngwedi, et on revient pour le débat. S'agissant des communications, création d'un centre de transit dans la commune de Kpomassé pour l'accueil des personnes en situation de mendicité. Dans nos villes, ces personnes occupent souvent des carrefours, des places publiques et des axes routiers afin de quémander l'aumône. Cette pratique les expose aux intempéries et aux maladies, en même temps qu'elle constitue un risque d'endommagement des infrastructures qu'elles squattent et de perturbation des usagers de la route. Par ailleurs, le phénomène expose à la violation des droits humains et constitue aussi une source d'insécurité. En outre, il convient de rappeler que la mendicité constitue, au regard de la législation, une infraction et que des sanctions sont prévues à l'encontre de ceux qui l'organisent, notamment en y soumettant les enfants. C'est pour arrêter progressivement ce fléau que le gouvernement a décidé d'instituer un dispositif de dissuasion et de transit des personnes en situation de mendicité, en commençant par la ville de Cotonou. Celle-ci consiste en la création et en l'animation d'un centre qui sera basé à Kpomassé Centre, dans les infrastructures actuelles du site ayant abrité par le passé des réfugiés et dont une partie sera réhabilitée. Sur place, pendant une période d'1 à 3 mois, ces personnes, selon leurs conditions et les catégories auxquelles elles appartiennent, seront prises en charge et préparées à quitter la situation de rue. Le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller au bon fonctionnement du centre en vue d'atteindre les objectifs visés. Préparer donc les mendiants, Laurent Roland, Tony Kess a quitté la situation de rue, c'est la décision, c'est la nouvelle trouvaille du gouvernement. Est-ce donc une décision à saluer? C'est une décision à fortement saluer. Et je vois en cette décision du gouvernement un comportement assez humaniste envers ces personnes, parce que qu'il vous souvienne qu'un préfet avait utilisé la force pour dégager ces personnes de nos rues. C'est vrai que ça ne présente pas une bonne image, il fallait mettre fin à cette pratique à un moment donné. Mais avec cette décision du gouvernement Conseil des ministres, je crois qu'il y a une volonté de protéger et de protéger des gens et de leur donner une nouvelle chance, une autre chance. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu, on se rappelle que le Sénégal a dû rapatrier des mendiants vers le Niger. Et que le Bénin, par exemple, avec les mendiants que nous avons, décide de construire des infrastructures sur place et de prendre en charge ces personnes pendant un moment, histoire de les réinsérer. Je crois que c'est une bonne chose. Parce que quand on regarde un peu la situation des mendiants dans notre pays, c'est assez honteux à la limite. Ah oui? Vous voyez des gens qui sont bien portants, qui ont un enfant peut-être malade, handicapé, dans un tricycle ou bien dans un fauteuil roulant, et qui trimballent à longueur de journée dans la ville, en quémandant. Donc, on utilise, quand on a un enfant malade dans une famille, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que quand on a un enfant malade, on prend l'enfant malade comme un fonds de commerce. Et ce fonds de commerce permet de nourrir une famille. Quelqu'un qui est bien portant, qui va prendre une femme handicapée, qui lui fait des enfants, et puis il met la femme dans le fauteuil roulant avec des enfants à se promener dans la ville et à demander de l'argent. Je crois que c'est des choses qu'il faut bannir. Et donc, au-delà de ce qu'il faut les mettre là-bas pour travailler à les réinsérer dans la communauté, il faut travailler à ce que ces hommes, en réalité, qui trimballent dans la ville avec les enfants, qu'on leur trouve des choses à faire sur ce site-là et qu'ils nourrissent leur famille désormais. Des choses à faire. Oui, justement, il faut mettre en place des terres à cultiver, par exemple. Oui, bien de choses à faire. Il y a bien des choses à faire. Ils peuvent faire du jardinage. Ils peuvent mettre du maïs en terre et nourrir leur famille désormais. Comment un père de famille qui enceinte une femme handicapée met la femme dans un tricycle avec son enfant, se promène dans une ville pour demander de l'argent, alors qu'il est bien portant. On envoie la femme à commencer dans le centre. Les deux là-bas. Le mari, lui, sacle. Le mari, on a un domaine là, il va faire du manioc, il va faire du maïs, il va faire de
la patate douce, il va faire, que sais-je encore. Du manioc surtout pour le pain, pour produire du pain. Oui, l'État n'a qu'à mettre, des terres à leur disposition pour qu'ils cultivent, pour nourrir les familles. On ne veut plus les voir à côté. Magoudianou, derrière cette affaire de mendicité se cache quand même la mafia, un réseau de personnes qui envoient des enfants dans la rue pour aller manger. C'est vrai que, qui vous souvienne la situation des talibés un peu partout dans l'Afrique. Il faut remarquer que c'est un problème très, très grave et qui entache l'image du Bénin, pas seulement du Bénin, mais de la grande ville, de la ville vitrine du Bénin, qu'est Cotonou, où vous pouvez circuler un peu partout, vous allez voir les mendiants. Le gouvernement a trouvé la bonne approche, celle de pouvoir trouver un centre de réadaptation, un centre pour pouvoir héberger ces mendiants-là, parce que parmi ces mendiants, il y en a qui sont des handicapés, il y en a qui ont vraiment de problèmes, d'accord, et il faut forcément régler un peu ces problèmes-là, afin de les retirer de la rue. Je crois que c'est une bonne mesure, parce que ça a été... vous avez vu, avec la première mesure, celle de pouvoir faire quitter de nos rues, des abords de nos grandes voies, de la ville vitrine, les fous. Les fous. C'était une bonne mesure qui avait été prise, d'accord. Accompagné maintenant les malades mentaux, voilà. Donc, accompagné maintenant de cette mesure qui concerne les mendiants, je crois que c'est très bon parce que derrière cela, il y a beaucoup de réseaux, d'accord, qui s'organisent et pour pouvoir faire cette activité. C'est devenu une activité à but commercial pour eux, où ils s'organisent, où ils envoient les enfants pour aller mendier, où ils envoient, parce qu'on sait que les parents que nous sommes, on est plus sensibles quand les enfants viennent demander l'argent. Donc, c'est pour ça ils les mettent eux devant et derrière, ils récoltent, ils construisent chez eux, mais continuent de faire cela parce que c'est un fonds de commerce pour eux, c'est objet de commerce pour eux. Le gouvernement a pris une bonne résolution. Comme ça, tous ceux qui se mettront encore dans les feux et dans les rues, ils seront pris en charge, ils seront ramenés. Et j'espère que s'il y a des étrangers dedans, on va essayer de trouver une solution. Pourquoi ne pas les renvoyer vers le pays d'origine, comme ça a été fait récemment au Sénégal. Alors, il faut quand même mettre un frein à ce phénomène-là et qu'on passe à autre chose. Le dernier sujet de ce forum des rédactions concerne l'Église catholique. L'on s'interroge s'il n'est pas temps de laisser les prêtres avoir d'enfants. Et le sujet a été inspiré de cette décision apprise par, bien sûr, de la RDC qui donc demande aux prêtres catholiques ayant d'enfants de déposer la soutane. C'est une décision de la conférence épiscopale de la RDC. Et on s'est interrogé, Laurent Roland-Tonneikes, est-ce que l'Église catholique, il n'est pas temps pour l'Église catholique de laisser les prêtres avoir d'enfants? Merci Maurice Agua. Je pense que pour commencer, pour dire qu'il faut arrêter enfin avec l'hypocrisie. Parce que nous savons tous qu'il y a des prêtres qui ont des relations amoureuses. Nous savons tous qu'il y a des prêtres qui ont des enfants et qui sont dans nos communautés. C'est connu, c'est vu. Et c'est des familles même de ces prêtres-là qui cachent ça, qui occasionnent ça. Et c'est vrai que le célibat sacerdotal date déjà du 9 siècle. L'Église en a fait pas une obligation. En fait, une fois que vous allez au séminaire, vous étudiez pendant 7 ans et vous avez le temps de choisir entre rester au séminaire pour être célibataire ou sortir pour aller vous marier. Mais il y en a qui, bizarrement, pensent qu'on peut continuer à tromper Dieu. Parce qu'en réalité, on est venu pour, en tant que prêtre, vous voulez mener une vie pieuse, être un exemple, un modèle, et vous consacrer pour les autres, vous mettre au service de Dieu. Quand je regarde, il y a des versets, dans la Bible, il y a des versets qui le disent, l'apôtre Paul l'a clairement dit, si vous pouvez rester célibataire, restez célibataire. Autrement, allez vous marier plutôt que de vous adonner à l'impudicité. C'est biblique. Mais dans une certaine mesure, quand on prend la décision d'aller au séminaire, de faire les 7 ans, de devenir prêtre, mais qu'on doit pouvoir avoir des combines, des relations amoureuses discrètes. Vous savez, en France, il y a un débat qui a commencé avec Monseigneur Pietro Parolin, qui est le nouveau secrétaire d'État du Vatican, qui a commencé par dire, mais écoutez, à un moment donné, il va falloir revoir cette question. Parce que ce célibat sacerdotal qui a été décrété, ça date du 9 siècle aujourd'hui,
n'était pas en réalité, c'est comme un principe de l'Église catholique pour dire aux prêtres, vous devez vous mettre entièrement au service de Dieu, plutôt que de continuer à réfléchir et penser à famille et enfants et de laisser de côté le service de Dieu. Et l'apôtre Paul là est revenu là-dessus dans 1 Corinthiens chapitre 7. Quand vous lisez du début jusqu'à la fin, vous comprenez que l'apôtre Paul l'a dit, si vous vous sentez capable d'être célibataire, allez-y. Mais si vous n'êtes pas capable d'être célibataire à vie, il vaut mieux laisser. Parce que quand vous parlez, on parle de l'histoire de Anne, fils de Phanuel dans la Bible également, qui a été veuve, mais qui est restée veuve comme ça, célibataire jusqu'à 84 ans, en priant dans le temple et en servant Dieu. Donc, si vous n'avez pas la possibilité, parce qu'on a constaté aujourd'hui, malheureusement, avec la modernité, on voit beaucoup de choses. Et on a comme l'impression que les gens sont dans un jeu où ils sont tentés ou bien ils tentent de tromper Dieu. Ils ont fait le vœu de chasteté. Chasteté de célibat. Vœu de célibat, mais c'est comme l'impression qu'on s'amuse avec Dieu, on trompe Dieu. Je ne suis pas en rien. Parfois, ils sont piégés. Non, peut-être piégés. Attention. En rien, je ne suis contre le mariage des prêtres. Et moi, si je devais avoir... D'ailleurs, même dans le monde, 73% pardon, des catholiques pratiquants sont pour le mariage des prêtres. Ils sont prêts pour le mariage des prêtres parce que, vous imaginez, il y a quelques mois, il y a eu guerre entre un prêtre et un vicaire. Il y a un problème entre un vicaire et un curé sur une paroisse à cause d'une femme. Vous vous souvenez que l'affaire a fait grand bruit dans le département des collines où un prêtre... ouvertement montrait que ses envies d'être avec une femme, ça a été supprimé, mais au point où ils ont été surpris. Je crois que c'est des choses, aujourd'hui, il faut revoir les choses. Il vaut mieux clairement laisser les prêtres. Ceux qui sont, d'ailleurs même, soit ils choisissent de continuer à être au service de Dieu entièrement, ou ils choisissent de se marier. On ne leur interdit pas de se marier, mais il faut que les gens arrêtent l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie, vous, qui vous fait mal. Oui, c'est de l'hypocrisie. Et c'est tromper Dieu. On tente de tromper Dieu. Alors que vous avez fait un vœu. Et vous faites un vœu solennel. Mais vous savez que vous avez une copine quelque part à qui vous avez loué une chambre. Et après vous mettez un bobassin pour aller lui rendre visite. C'est pas possible. Arrêtons avec ça. Je ne suis en rien contre le mariage des prêtres. Et je leur propose même d'aller se marier. Et que l'Église catholique veut même revoir ces tests et dise, ok, vous êtes prêtre, vous pouvez être prêtre et servir. Peut-être que vous serez à un degré inférieur, mais vous pouvez être prêtre maintenant avoir votre épouse et des enfants. Il y a un prêtre en France, le prêtre Léon Laclos, qui en réalité était dans une relation discrète avec une femme, Marga, pendant 20 ans. Et en 2007, la dame l'a rejoint, s'est installée. Et finalement, il a déposé la soutane. Ah oui, mais en 2007, on lui a dit maintenant, renvoie la femme ou bien on te révoque. Il a dit, révoquez-moi. On l'a révoqué en 2007. En 2008, il s'est marié, Léon Laclos s'est marié ouvertement, publiquement avec Marga. Et depuis 2008, ils sont mariés et femmes. Ce n'est pas un péché. Ils n'en pouvaient plus. C'est pour vous dire, il faut que les gens comprennent que, à un moment donné, si vous n'en pouvez plus, déposez la soutane, allez vous faire plaisir. Très bien. C'est un plaisir qu'il faut se faire quand vous ressentez le besoin. Il faut se le faire, plutôt que de se priver de rester là à faire des jeux de cache-cache. Marc, est-ce que le prêtre marié pourra véritablement se consacrer au sacerdoce? C'est là la question. C'est pour ça qu'ils font le vœu. Les désirs de la chair. Si en pleine célébration, son enfant a une crise, on lui dit que l'enfant a une crise, voulez-vous qu'il abandonne? Les pasteurs des enfants et servent Dieu. Les imams ont des enfants. C'est lui qui a la parole. Laissez Marc répondre à ma question. Si on va comparer, le débat risque d'aller très loin. Si on doit comparer les prêtres, les imams et les pasteurs. En tout cas. Laissons ce débat-là. Les prêtres, ils ont fait le vœu solennel, d'accord, de servir, de rester dans le célibat. Allez-y vite, on va clôturer. Ce n'était pas une obligation. Ce n'était pas une obligation. Parce que même avant d'avoir ce désir de devenir prêtre, vous savez déjà les règles qui régissent. Les règles qui régissent. Donc, à un moment donné, si vous voyez que vous ne pouvez pas, ou bien même si vous avez déjà intégré le cercle et que vous voyez qu'à un moment donné, votre chair brûle de désir et que vous n'arrivez pas à vous retenir, rien ne vous oblige à rester, déposer la soutane et sortir. Après toutes ces années de sacrifice, après toutes ces années de souffrance. Après toutes ces années, ça veut dire que vous préférez alors pécher, rester dans le péché, ne pas être en paix avec votre conscience, d'accord, que de rester là
et de continuer à faire le forfait que vous faites. Parce qu'on peut pas parler des prêtres mariés, c'est des prêtres concubinaires qui existent, d'accord? Puisque le mois, c'est des prêtres concubinaires qui existent, d'accord? Et aujourd'hui, on les voit un peu partout. Vous, si seulement vous pouvez promener vos micros, ni seulement que la crainte, d'accord? Vous n'aurez aucune information. Non, exactement, ni seulement la crainte des citoyens à pouvoir ne pas dire la vérité devant caméra. D'accord. Allez prendre vous les allez avis. entendre tellement de témoignages. Moi, je ne peux même pas en faire. Ici, parce que j'en ai tellement. Je ne vous laisserai pas faire de tellement. témoignages. Je préfère me taire. Allez prendre des avis sous anonymat avec enregistré sans caméra. Et vous allez entendre des mais choses. lorsqu'on vous dit... Voilà, vous parlez des prêtres des autres pays, vous ne parlez pas des prêtres béninois. Il y en a au Bénin. Il y en a plein au Bénin. Mais je vous ai cité 2 exemples déjà au Bénin. Mais il faut remarquer une chose. Lorsque on vous dit, pour rentrer dans l'armée, c'est telle condition, d'accord? Vous acceptez d'abord. Avant, personne ne vous a obligé. Lorsque vous rentrez dans l'armée et vous voyez que vous devez faire d'autres choses qui sont incompatibles avec votre fonction, alors laissez carrément. Et rejoignez la vie civile. La vie ordinaire. La vie ordinaire. Et commencez par jouir de façon légale et non illégale comme le font certains prêtres. Il faut dire qu'il y a des prêtres qui sont assez respectueux. Pour conclure. Il y a des prêtres qui sont assez respectueux de cet engagement qu'ils ont pris, solennel qu'ils ont pris devant le Seigneur. Mais il y en a qui sont des brebis galeuses. Parce que n'oublions pas qu'en dehors de ce phénomène dont on parle, où les prêtres, d'accord, continuent de faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Certains prêtres. Des prêtres, ça c'est déjà dit, certains, continuent de faire ce qu'ils ne doivent pas faire, d'accord. Hormis ça, nous avons également le problème de l'homosexualité qui gangrène. Justement. On reviendra sur les problèmes de l'homosexualité. On ne peut pas tout aborder. Et il y a des prêtres qui sont contre l'homosexualité. Laurent Roland, je vais clôturer l'émission. Je clôture en disant, Marc, vous nous fait bien de préciser ça. Le simple fait de dire aux prêtres qu'ils ne peuvent pas se marier alors qu'ils ont des envies, ça est la base de l'homosexualité, de la pédophilie parfois chez certains prêtres. Il faut à un moment donné prendre la décision courageuse de dire vous pouvez vous marier ou sortir. Ou soit l'Église revoit cet texte pour dire bon, ceux qui se sont mariés pour être enfants ne pourront jamais être évêques dans leur vie peut-être. Oui, on va limiter leur responsabilité. Ouais. Mais voilà. C'est autant de choses qu'il faut voir. Je vais ouvrir le débat et les téléspectateurs vont continuer le débat à la maison. Si on permet aux prêtres de se marier, les sœurs aussi vont dire de leur permettre de se marier. Donc, nous, on est prêts à les épouser. Ah bon Moi, j'ai une épouse, donc je n'en veux pas. Il y a des hommes célibataires qui vont en prendre certainement. Mesdames, Messieurs, nous allons clôturer ce débat. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous avons parlé aujourd'hui dans ce forum des rédactions du 8 avril du trafic de l'essence de contrebande. Les menaces de la douane seront-elles suivies? Vous avez suivi les avis des débatteurs. Arnaque des boulangeries, des boulangers et le pain. Et c'est ramolli. Et puis réinsertion des mendiants, l'autre visage du social. On s'est interrogé, on a répondu à la question. On a parlé de l'Église catholique. N'est-il pas temps de laisser les prêtres avoir d'enfants? Voilà les sujets abordés tout au long de ce débat de 52 minutes. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Continuez le débat chez vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et de réalisation vous donne rendez-vous pour vendredi prochain. Et bonne suite de nos programmes. Et merci à vous, Laurent Roland. C'est moi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis également. Marc Boudjanou. Merci, Mauriagua. Et à très vite.